Philibert Duriez, qui est psychiatre à Saint-Anne, pose une question. Vous présentez, M. Tougnan, une forte variabilité interindividuelle sur l'absorption. On connaît, nous psychiatres, le polymorphisme du MTHFR pour l'acide folique. Recommandez-vous aujourd'hui en pratique de nutrition clinique certains génotypages ou à l'avenir quand ils deviendront plus accessibles dans une perspective médecine et nutrition personnalisée? Je me mets là pour répondre, c'est ça? Voilà. Parce que merci pour cette question intéressante. J'aimerais bien recommander un génotypage. Je pense que c'est vraiment l'avenir dans beaucoup de maladies, à commencer par l'obésité de l'enfant. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est assez difficilement accessible. En tout cas, pour le faire, que je connais mieux que l'acide folique, pour le faire, ce que j'ai dit était une hypothèse et malheureusement, je n'ai pas des preuves scientifiques pour l'étayer. Donc, mais l'avenir est à ça, je le dis depuis le début de ma carrière. Mes petits-enfants feront ça pour toutes les maladies, c'est-à-dire qu'on connaîtra la prédisposition génétique, ce qui pose d'ailleurs des problèmes éthiques, mais ça c'est un autre sujet, et on agira avec une prévention ciblée qui permettra d'être efficace, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la prévention généralisée, notamment dans l'obésité de l'enfant que je connais bien, est d'une totale inefficacité. Et comme l'a dit Anne-Sophie, révèle aussi beaucoup de discrimination, de stigmatisation, qui, en tout cas durant les 30 années de ma carrière, j'ai vu exploser la souffrance des enfants obèses liée justement à tous ces messages de prévention dont je rappelle l'inefficacité démontrée encore dans la dernière méta-analyse de 2019. Je vous remercie tous les trois parce que c'était très vivant et très clair. Elles sont tentantes, Nathalie. Il faut que tu te rapproches du micro. On n'a pas un micro, mais ça ne diffuse pas sur vous. D'accord. Pardon. Prenez la chaise, mettez-vous là. Merci. Je vous remercie déjà tous les trois pour la qualité de vos présentations et leur complémentarité. La question, je pense qu'on met tous autour de la table et sur Zoom des praticiens qui prennent en charge les patients. Et aujourd'hui, ma problématique, moi, dans ma patientèle, c'est que j'ai des patients végétariens ou végétaliens avec une caution parentale et la prise en charge est extrêmement difficile. C'est-à-dire que vous disiez que des végétaliens qui augmentent leur quantité peuvent tout à fait équilibrer leur alimentation indépendamment du fer. Mais nous, pour les protéines uniquement. Hein. Pour les protéines, d'accord. Il faut ensuite des complémentations ou des supplémentations. Mais la question, c'est que nous, dans notre pratique, soigner ces patients est extrêmement difficile. Et ma question était pour vous, c'était de savoir un peu comment vous nous accompagnez. Est-ce que vous mettez en place les supplémentations que préconise M. Tougnan? Comment, dans notre pratique quotidienne, on peut faire au mieux pour éviter tous les effets délétères de la situation? Heureusement, ça roule. Ça roule, exactement. Hop, une translation. Alors oui, merci Nathalie pour cette question. C'est vrai que c'est très compliqué, surtout quand effectivement dans les familles il y a aussi du végétalisme. J'en ai très peu parlé, mais la pluridisciplinarité est super importante. Donc l'idée, c'est bien entendu de pouvoir être en lien avec le psychiatre et le médecin généraliste de façon aussi à pouvoir supplémenter. J'en ai pas parlé parce que je savais que M. Tougnan allait en parler, mais B12 et fer, c'est évidemment une complémentation qui est à mettre en place. Et donc, moi, j'oriente systématiquement vers le médecin généraliste pour la supplémentation. Après, pour la prise en charge d'un point de vue psychologique, c'est souvent les adolescents, je les reçois aussi avec les parents. Donc, ça va être aussi d'essayer de voir comment ça peut se mettre en place. Mais je dirais que c'est super compliqué. J'ai pas forcément la solution. Quand on arrive à essayer d'assouplir un petit peu, de voir qu'il y a une fenêtre de tir, une ouverture, on essaye de pouvoir mettre en place quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et moi, j'ai plus agir sur le côté convivial, plaisir, etc., de façon à essayer de faire toucher du doigt cet aspect-là. Maintenant, c'est super compliqué. À l'impossible n'est tenu, malheureusement. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai présenté le cas de Mathilde, où finalement, il était préférable, j'ai pensé, en tout cas préférable de l'accompagner dans son végétarisme plutôt que de la laisser avec d'autres carences.
Voilà, mais c'est super compliqué. Je ne sais pas si ça répond à votre question, parce qu'en fait, j'ai pas la réponse, malheureusement, sur... il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. Juste, je finis. En institution, vous disiez, on ne va pas forcément accepter. Alors, nous, en tout cas, effectivement, la vie de la dépage, on ne l'accepte pas. Oui. Oui, mais nous non plus, sauf le végétarisme, potentiellement. Mais de toute façon, elles ne mangent pas ce qu'on leur propose, donc on est en grande difficulté. Alors, à la vie de la dépage, elle mange. Hein. Alors, je ne sais pas, il y a une question pour vous, Corinne. Sur ce point, quelle est pour vous, en tant que diététicienne, dans votre pratique, la réelle différence entre orthorexie et anorexie, sachant que la frontière précédemment établie, c'est-à-dire les préoccupations concernant l'impact de l'alimentation sur la santé dans l'orthorexie versus l'impact de l'alimentation sur le poids dans les TCA, n'est pas si claire. En effet, dans l'orthorexie, les motifs sous-jacents aux différentes restrictions alimentaires peuvent également être la recherche de perte de poids. Alors, la frontière, elle est un peu poreuse. Hein. C'est sûr qu'on va retrouver dans l'anorexie de l'orthorexie, en tout cas un désir enfin, ce qui est avancé, ça va être un désir de bien manger, de faire attention à sa santé, etc. Pour autant, on est quand même dans deux aspects un peu différents. Dans l'anorexie, il y a une véritable pathologie psychiatrique qu'on ne va pas forcément retrouver dans toute la société orthorexique. Donc, mais la frontière, elle est un petit peu poreuse quand même entre les deux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Enfin, l'anorexie, on est quand même dans une vraie pathologie psychiatrique. Alors, il y avait une première partie à cette question aussi, qui était, j'aimerais donc mettre en avant, concernant les produits d'origine animale, de nombreux organismes de santé étrangers, par exemple l'Academy of Nutrition and Dietetics, British National Health Services ou Dietitians of Canada, diffèrent de l'ANSES. Dans leurs recommandations, il faut valoir qu'une diète végétarienne ou végétalienne, si correctement menée, pouvait tout à fait être saine et pouvait même présenter des avantages concernant la prévention ou le traitement de certaines maladies. De plus, il est tout à fait possible de mener une diète végane en conservant le plaisir, le goût et la convivialité que peut également apporter une diète omnivore. Une diète végane peut également aider à avoir une plus grande diversité alimentaire. Je vais répondre à ça. Là, je pense que là, je crois qu'on vous voit, on nous voit. On nous voit là, d'accord. Ouais, voilà, on nous voit. Alors, je ne sais pas si cette dame a lu ce fameux article de l'Académie américaine de diététique. Non. Je l'ai lu 3 fois. Et je l'ai lu 3 fois parce que je ne comprenais pas bien. Et je peux vous assurer qu'ils ne donnent aucune recommandation. Effectivement, s'ils en donnent, si on mange 1,7 kg de choux, enfin, ils ne disent pas les chiffres, hein, ils disent on peut remplacer exactement ce que je vous ai dit. On peut remplacer, il y a des aliments riches en calcium, avec un calcium mieux absorbé, voilà, mais ils ne donnent pas de chiffres. Moi, j'ai donné les chiffres. Donc, effectivement, on peut, si on mange 1,7 kg de choux par jour. Ils disent aussi que les légumineuses et les épinards sont très riches en calcium, qu'on peut les remplacer, ils ne donnent pas de chiffres. Donc, moi, je les ai donnés. Donc, soyons réalistes. Hein. Il y a la théorie, moi qui fais la nutrition clinique, je suis un clinicien, je ne suis pas du tout un chercheur. Hein. Moi, j'ai vu des milliers de patients dans ma vie. La nutrition clinique, c'est-à-dire celle du terrain, et la nutrition théorique qui semble animer les gens qui ont écrit cet article, qui est effectivement cité. Je l'ai lu 3 fois dans le moindre détail. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui en parlent l'ont lu. Donc, c'est vraiment un article qui est théorique, mais moi, j'ai donné le côté pratique et je vous ai démontré que c'était du délire. Quant au plaisir, je n'ai jamais parlé de plaisir. Hein. Je ne critique pas les véganes. Hein. Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. Donc, ce n'est pas la peine de leur expliquer l'évidence. Mais chacun prend son plaisir où il veut, y compris dans l'alimentation. Donc, cet article, il est régulièrement cité, est un article purement théorique et quand on passe à la pratique, il est absolument non applicable. Et je reviens à l'enfant, parce que c'était le sujet. Il parle des enfants puisqu'il commence dès la naissance. Je ne sais pas si ces gens ont vu, mais moi je les ai vus dans mon service, de mes propres yeux. Hein, je fais de la clinique encore une fois. J'ai vu un enfant arriver de 13 mois, végétalien, donc depuis sa naissance, il avait été allaité. Quand il s'est mis à 4 pattes, il s'est fracturé les 2 avant-bras et les 2 jambes parce qu'il manquait de calcium. Et cet article a été publié dans les archives de pédiatrie. Donc, quand on voit des choses comme ça, quand on voit un enfant arriver avec une mère végétalienne depuis des années qui l'allaite
et qui prend des compléments de vitamine B12 qui ne sont pas la vraie vitamine B12, et vous voyez un enfant de 6 mois et demi qui a une régression psychomotrice et qui va garder des séquelles à vie de sa carence en vitamine B12, excusez-moi, mais je sors de la théorie. Moi, j'ai vu des enfants souffrir devant mes yeux, et c'est pour ça que je me révolte un peu. Et pour continuer ce qu'a dit Madame Dubel, je me suis beaucoup énervé dans ma jeunesse envers les végétaliens. Je l'ai subi puisque j'ai subi des menaces de mort. Et j'ai maintenant changé d'avis. Là, je me suis un peu énervé aussi. Mais aujourd'hui, je ne m'énerve plus devant les végétaliens. Et c'est pour répondre à votre question, je ne cherche pas à les convaincre de changer. Pour moi, c'est comme une religion. Hein, je ne vais pas convaincre un juif à ne pas manger cachère ou un musulman à ne pas manger halal. C'est leur choix. Mon travail de médecin, ce n'est pas de discuter leur choix, c'est de protéger l'enfant. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai complètement changé ma façon de faire. J'avais tort d'être énervé avec eux. Aujourd'hui, je leur dis, OK, voilà les risques, ça c'est mon devoir de médecin, voilà les risques que vous encourez. Maintenant, que votre enfant encourt, si vous voulez continuer, eh bien, je vous propose les recommandations que j'ai données là, donc les 5 supplémentations, et libre à vous de poursuivre ce régime totalement déséquilibré. Et pour les jeunes nourrissons, là, je n'ai pas abordé parce que je n'avais pas le temps, il existe aujourd'hui des préparations infantiles à base de végétaux, de riz notamment. En France, il n'y a que du riz. Et on leur donne ces préparations végétales à base de riz. Et donc, même un nourrisson végétalien, je ne recommande pas aux parents de changer. Je leur donne simplement les solutions, c'est-à-dire que je fais mon devoir de médecin, ce qui ne m'empêche pas de penser ce que j'ai exprimé ce matin. Mais encore une fois, notre travail de médecin, ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas de juger, c'est de soigner. Merci beaucoup. Ça rejoint une des questions de Madame Marlène Bocahu, et qui dit que, bien que je vous rejoigne, je suis très intéressée par vos informations, je m'interroge sur l'accompagnement et le respect pour ne pas braquer ou ne pas brusquer ceux qui auraient justement des régimes sains, justifiés par des philosophies, des sensibilités ou des croyances. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question. J'ai une autre question de Madame Clélia, du docteur Clélia Decroix. Bonjour, je vous remercie de vos présentations. Je reçois des enfants autistes sans langage avec des sélectivités alimentaires importantes. Pourriez-vous me recommander un bilan des carences ou est-il plus intéressant de supplémenter de manière plus systématique si un apport semble insuffisant? Vous voulez que je réponde? Alors, les enfants autistes sont des enfants qui ont parfois des sélections alimentaires terribles. Ils mangent parfois 5 aliments, hein. C'est tout. Donc, il faut reprendre l'équilibre alimentaire de l'enfant, que je viens de citer, c'est-à-dire 2 produits carnés par jour, 3 produits laitiers par jour. Vous savez, le PNNS dont Anne-Sophie a parlé a dit beaucoup de bêtises, dont celle de diminuer les produits laitiers chez l'adulte, mais ce n'est pas ma spécialité. Heureusement, ils n'ont pas encore diminué chez l'enfant, c'est toujours 3-4 produits laitiers chez l'enfant. Donc 3-4 produits laitiers chez l'enfant, du poisson 1 fois par semaine, tout ça je l'ai dit. Je ne vais pas parler des végétaux. Les végétaux, c'est sûrement pas 5 fruits et légumes, c'est 1 végétal par jour suffit amplement aux enfants. Et je vais parler de la vitamine C. Les carences en vitamine C sont exceptionnelles, mais elles se voient notamment chez les autistes ou chez des enfants qui ont des régimes aberrants. Et chez ces enfants, s'ils ne mangent aucun végétal, il faut penser à les supplémenter aussi en vitamine C, en plus des supplémentations dont j'ai parlé et qui correspondent aux aliments. Donc, on n'oublie pas chez les végétaliens la vitamine C, et puis on a parlé tout à l'heure des folates. Les folates, c'est essentiellement les végétaux à feuilles, mais il y a très, très peu de carences en folates, en dehors des femmes enceintes. Donc, on peut aussi éventuellement, mais ce n'est pas décrit chez l'autisme. Mais il ne faut pas oublier la vitamine C. Les très rares scorbutes qu'on voit aujourd'hui sont soit chez les autistes, soit chez les enfants plus jeunes qui ont des régimes aberrants. Il y a une publication là, de mes collègues de Necker dans Frontiers in Pediatrics sur de 3 cas, et c'était des régimes aberrants, genre, moi j'en ai vu 2, c'était des enfants qui mangeaient que du lait demi-écrémé, qui n'apporte pas grand-chose d'autre que du calcium et des protéines, et il y en avait un qui mangeait des danettes, l'autre des biscuits apéritifs, rien d'autre. Et ceux-là avaient des carences en vitamine C. La carence en vitamine C est très très rare. Heureusement, parce que si les enfants qui ne mangent pas assez de végétaux étaient carencés en vitamine C, on en aurait beaucoup. Je rappelle qu'on a 1 mois de réserve en vitamine C. Donc, si demain on s'arrête de manger des végétaux, on a 1 mois sans carence en vitamine C. Les autres vitamines, il n'y a bien sûr aucune carence décrite en dehors de maladies particulières. Elles ne sont pas d'origine alimentaire. Je voulais poser une question à Madame Joly.
Dans mon expérience, donc, comme disait Nathalie, de clinicienne autour des troubles alimentaires, on a vraiment l'impression que plus le message est un message de restriction, de sans quelque chose, plus il est attractif, et plus des messages du type de ceux de M. Tougnan, l'humanité n'est pas dans l'erreur diététique depuis des millions d'années, il y a du plaisir à manger, on voit que ces messages-là ont moins de puissance. Je vous confirme. Voilà. donc, je me dis, nous ne sommes pas assez fun, nous n'arrivons pas à médier quelque chose de raisonnable. Donc, qu'est-ce que vous proposeriez-vous comme contre-piste pour que ça devienne effectivement plus positif pour alors, nos patients et la population générale, hein, parce que... Alors, il y a... Je ne vais pas faire un message politique, mais je trouve que votre question elle est bonne. Il y a effectivement, il s'est fait plein de choses en fait depuis des années. Effectivement, le PNNS, les uns et les autres ont travaillé excessivement en silo. Et effectivement, nous, on est sur le terrain, on est des patients. Et en fait, on se rend compte que le fait de travailler en silo, en ne discutant pas des uns avec les autres, en ne regardant pas finalement les outils qui nous sont mis à disposition et en n'écoutant pas suffisamment les patients, en fait, on se tire des balles dans le pied tout seul. Les différents travaux qu'on fait depuis quelques années, notamment qui étaient à l'organisation de l'EASO, qui est l'association européenne sur l'obésité, ils avaient lancé donc la journée européenne qui est devenue journée mondiale de l'obésité l'année dernière et qui continue à travailler. Nous, on est arrivé au CNAO en se disant mais finalement, il faut absolument réussir à fédérer l'intégralité des acteurs autour finalement d'une même problématique. Alors, c'est compliqué parce que sur des problématiques de poids, ça fait beaucoup de monde, mais vraiment beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on a à la fois effectivement les médias, on a l'agroalimentaire, on a le marketing, on a les sachants, donc avec les professionnels de santé, les associations de patients et la population. Et on se dit finalement, il faut essayer de trouver finalement des moyens de communication avec, entre guillemets, des sources de messages qui soient non stigmatisants et qui soient pratico-pratiques pour tout le monde. Et notamment parler des sujets qui fâchent. Parce que finalement, si on ne parle pas des sujets qui fâchent, ben les gens se disent « Ah ben ils occultent le sujet, donc finalement, ils sont contre, donc je me braque encore un peu plus. » Et ça, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux poser, j'ai envie de dire, très clairement, le bébé sur la table en disant « C'est un problème, voilà. » Et je rejoins complètement Patrick sur le fait qu'il vaut mieux informer les gens sur ce qu'ils risquent, même si effectivement, humainement, ça nous fait mal parce qu'on sait où ils vont aller. Mais malheureusement, et ça c'est le sujet d'après, mais les sujets qu'on avait travaillé avec Nathalie, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Mais d'un autre côté, on se dit finalement, tout État d'un côté, tout société savante de l'autre, tout agroalimentaire de l'autre et tout patient de l'autre, on n'avance pas. Donc moi, depuis des années, c'est de se dire, on fait un travail commun et effectivement, il faut qu'on avance. Et au-delà de la problématique de poids, c'est que si je reviens un petit peu sur les problématiques d'obésité, il y a l'écriture de la feuille de route obésité qui est en train de se faire, qui s'est pris comme tout le monde un stop énorme avec le Covid. Là, c'est reparti, où on va mettre aussi dans les écritures, pas que tout ce qui est obésité morbide, mais le surpoids et l'obésité, qui sont des stades, entre guillemets, avant, parce que finalement, les gens qui sont en surpoids en obésité, ils sont aussi... ils peuvent déclencher avec leur état de santé d'autres pathologies associées à l'obésité. Et je rappelle qu'effectivement, c'est 18 pathologies associées, qu'avec la problématique du Covid, les personnes en problématique de poids ont payé le prix cash au niveau mondial. 83% des personnes étaient en réanimation et 50% des décès étaient des hommes ayant des problématiques de poids, qu'importe l'âge et qu'importe la problématique de poids. Donc, travailler ensemble et puis de se dire finalement, quels sont les messages, comment on peut vulgariser une information médicale, comment on peut remettre, mais pas juste en littérature, on va remettre le patient au cœur du système de santé.
c'est le mettre vraiment au cœur du système de santé, travailler avec lui, parce que si lui n'a pas envie de travailler, effectivement, on ne va pas avancer. Donc, c'est coordonner les choses, et puis c'est quelque chose qui se fait malheureusement dans le temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, c'est l'idée que la force de frappe de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire les médias, les réseaux sociaux, etc., elle est considérable. Et donc, le contre... En fait, il faut enlever peut-être le mot contre et le remplacer par le mot avec. Oui. J'ai 3 questions pour vous. Excusez-moi. Oui. Une question qui d'abord est dans la salle. Si. Corinne Blanchet, docteur Corinne Blanchet. On répétera la question si vous voulez. Oui. On nous entend, nous? Oui, nous, on nous entend. Oui. On vous entend? Oui. Oui, donc dans la maison de Solène, c'est pour reprendre la discussion sur l'idée de quand on prend en charge des patientes anorexiques au niveau institutionnel, on entend bien qu'effectivement, il faut respecter les croyances des uns et des autres et ne pas brusquer les susceptibilités, notamment des familles. Moi, c'est une question quand même que je pose régulièrement dans la pratique clinique, qui est jusqu'où doit-on aller effectivement dans ce respect-là quand clairement on a des patientes qui entrent dans le TCA au prétexte de régime sans ou régime végétarien ou pire végétalien, et qui gardent comme finalement sortie acceptable de leur maladie et comme désengagement de leur anorexie, un mode alimentaire qui est celui du végétalisme ou du végétarisme. Et alors moi, je trouve que c'est quand même très compliqué au niveau institutionnel. C'est des échanges que j'ai régulièrement avec nos diététiciens et avec mes collègues pédiatres, de dire comment doit-on se positionner. Est-il acceptable qu'une patiente végétalienne qui va passer 3 mois, 6 mois dans un service où on prône quand même le bon équilibre alimentaire au-delà de la question du symptôme TCA, est-ce qu'il est acceptable que ces patientes-là ressortent du service en ayant, à l'extrême, par exemple, jamais réintroduit une protéine animale? Et je trouve que c'est une position qui est vraiment compliquée à adopter. Et en plus, les avis sont assez partagés parmi les professionnels. Donc, je reformule la question de Corinne. Je pense qu'on a entendu. Je pense qu'on a entendu. C'est celle, en fait, du respect du style alimentaire végétalien, végétarien, sans gluten, sans lactose, dans la prise en charge institutionnelle d'une patiente anorexique en général. Et comme qui fait qu'il vient faire obstacle finalement à la sortie du symptôme et qui génère en plus dans le groupe des patientes. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'homogénéisation du protocole alimentaire et entre patientes, ça se sait. Et donc, de juger la frontière entre des aspects pathologiques de ce comportement et de ses choix et des aspects à respecter, comme tu le dis, pour des raisons philosophiques, religieuses et autres. Donc, je ne sais pas, Corinne, je voulais répondre. C'est pour ça que nous, effectivement, en tout cas, la position qu'on a prise, et pas que moi, quand je dis on, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe, en fait, au sein de la clinique, donc y compris psychiatres et médecins généralistes, c'est non, on n'accepte pas de pratique végétarienne et encore moins végétalienne dans les soins. Et ce que l'on donne parfois, même d'ailleurs comme exemple, c'est que une pratique religieuse sans porc, cachère, etc., avec la pathologie, allez voir l'imam, allez voir le rabbin, il vous dira vous êtes malade, vous pouvez stopper ce type d'interdit religieux. Donc il y a la santé qui va passer avant tout. À la limite, après, si vous voulez reprendre votre régime végétarien, si c'est OK, mais au sein de l'institution, en tout cas non, parce qu'on estime qu'effectivement, ça entraîne des carences et que c'est préjudiciable pour votre santé. Oui, la question, c'est jusqu'où doit-on aller dans la contrainte, parce qu'il y a des limites individuelles et puis souvent familiales derrière, de parents qui ne comprennent pas pourquoi, au fond, c'est si important, puisque l'idée, c'est qu'on peut remplacer la viande par des steaks de soja. Enfin, je veux dire, on doit lutter aussi contre des croyances familiales, et ça, c'est vraiment compliqué. En même temps, on ne peut pas refuser de soigner un patient au prétexte qu'il ne souhaite pas réintroduire tel ou tel type d'aliment. Je trouve qu'on est pris comme ça dans des contraintes qui sont extrêmement très compliqué à gérer. Je vais répondre à votre question. D'abord, la plupart des végétaliens ne sont pas anorexiques, n'ont pas, j'allais dire, de troubles du comportement alimentaire. C'est pour ça que j'ai pas. Donc, vous êtes une spécialiste de l'anorexie mentale, pas moi, pas du tout. Et la partie anorexie mentale, bien évidemment qu'il faut la prendre en charge. Et vous avez raison, certaines anorexiques arguent du végétalisme pour continuer dans leur anorexie. Mais moi, je vais revenir à quelque chose que je sais, c'est-à-dire que la plupart des végétaliens ne sont pas anorexiques. Encore une fois, s'ils sont anorexiques, il faut prendre en charge cette anorexie mentale avec les compétences que vous avez, Chrono A, mais je pense qu'il faut les distinguer du végétalisme. Maintenant, je vais répondre plus directement à votre question. Est-ce qu'il faut contraindre
et notamment en faire un signalement, c'est peut-être ça que vous imaginiez, ces enfants. J'ai longtemps cru ça et j'ai complètement changé d'avis. Lorsqu'on voit un enfant, notamment un jeune nourrisson, la tendance est de se débarrasser, nous médecins, en disant « je vais donner ça au procureur, comme ça il va se débrouiller ». Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'explique, je l'ai dit tout à l'heure, j'explique aux parents, voilà les risques qu'encourt votre enfant. Maintenant, c'est votre idéologie, je vais vous dire comment faire pour éviter que votre enfant ait des carences. Si les parents suivent mes recommandations, et j'en ai eu récemment, j'ai plus aucune raison médicale de leur imposer ou de leur imposer un régime différent, c'est-à-dire le signaler au procureur. Par contre, si bien sûr les parents ne suivent pas mes recommandations, ne viennent plus à la consultation, l'enfant est en danger et dès lors, je fais un signalement. Et l'enfant avec les 4 membres fracturés avait été vu par des pédiatres autres avant moi et il avait été signalé au procureur de la République qui avait retiré l'enfant de sa famille. L'enfant était placé à l'ASE. Et par chance, l'enfant est devenu anorexique parce qu'il ne comprenait pas, ce pauvre gamin. Il avait 13 mois et du jour au lendemain, on le met à l'ASE, à l'orphelinat, pour être plus pragmatique, on le met à l'ASE, il n'a plus ses parents qui avaient le droit de visite d'1 heure par jour et l'enfant est devenu anorexique. Et là, c'est là où ils nous l'ont envoyé. Et moi, j'ai lutté pour rendre cet enfant à ses parents. Le père était centralien, donc ce n'était pas un idiot. La mère était aussi très intelligente. Ils ont parfaitement compris qu'ils avaient fait une énorme bêtise. J'ai eu la juge au téléphone, qui était une jeune. Je lui disais, mais écoutez, madame, cet enfant est arrêté. Mais elle me répétait, j'ai donné le minimum, 3 mois. 3 mois de prison, parce que l'enfant était... J'ai dit, je ne vous demande pas si vous avez demandé le minimum, je vous demande de rendre cet enfant à ses parents. Et il a fallu que le père fasse appel et qu'avec mon certificat, les 2 juges d'appel rendent l'enfant à ses parents. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai été dans ma jeunesse particulièrement agressif. J'ai eu tort. Je le regrette. Je pense que ce n'est pas notre métier d'être agressif. Notre métier, c'est de soigner. Et aujourd'hui, je ne signale que les parents qui ne veulent pas suivre et qui mettent donc l'enfant en danger, mais jamais en première intention. Maintenant, encore une fois, j'exclus le côté anorexie mentale, mais là, j'allais dire, c'est votre spécialité de discerner ce qui est anorexie mentale de ce qui est idéologie et de les traiter avec les compétences que vous avez. Donc, il y a une question pour Madame Dubel. Tu vois la même? On voit les 3 questions qui restent du groupe. 1 minute, parce qu'on a beaucoup de temps arrivé à la fin de cette section qui était passionnante. D'accord. Il y a Colin Storder qui veut juste faire un commentaire, Dr Colin Storder de Robert Debray, qui veut attirer l'attention sur le fait que l'orthorexie et les résimes peuvent favoriser un retard diagnostique de plusieurs mois ou plusieurs années chez des enfants. Il faut vraiment faire très attention. Anorexie. Qu'est-ce que pardon? Les enfants anorexiques. Oui. Et puis, il y a Madame Lasson-Clotilde, voilà. Je pense ne pas avoir... tu veux le lire? Alors, attends, je l'avais sous les yeux, mais je ne l'ai plus là. Alors, elle pense que son propos a été... Voilà. Elle voulait dire que certains organismes de santé étrangers mettent en avant qu'une diète végétarienne pourrait être saine si bien menée et que dans la prise en charge des patients TCA, il pourrait être difficile de faire la part entre ce qui relève du normal ou du pathologique. Et que notamment les comportements et croyances relevant de la recherche de minceur, problématiques d'image corporelle, etc., et des convictions éthiques et écologiques, par exemple. Les 2 derniers motifs peuvent être pris comme des justifications de restriction pour camoufler le réel objet de minceur et de l'image du corps. Je précise juste, aucun régime végétalien chez l'enfant ne peut être conduit sans carence s'il n'y a pas de complément alimentaire. Je l'affirme. Et je signe. Ce n'est pas possible et tous ceux qui prétendent le contraire mentent. Il y avait Madame Annie Brun qui posait une question qui était comment mobiliser les familles pour le suivi ambulatoire diététique, et c'était adressé à Corinne. Et ce sera la dernière question. Il y en a d'autres qui sont arrivés, mais on avait clos les questions. C'est très difficile de mobiliser les familles. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, on ne peut pas soigner quelqu'un qui n'a pas envie d'être soigné, donc c'est aussi très difficile de mobiliser les familles. Il faut que ça vienne aussi, en tout cas moi je parle notamment des adolescents, parce que l'enfant il est en général accompagné par ses parents, donc maintenant je suppose que la question ça concerne aussi les professionnels de santé qui orientent ou pas vers la diététicienne. Les actions psychoéducatives. Oui, destinées aux parents ou destinées aux...
L'idée, c'est de pouvoir dire qu'effectivement, l'enfant ou l'adolescent est en grande difficulté alimentaire et qu'une aide extérieure peut éventuellement aider à réhabiliter un petit peu l'équilibre alimentaire. Si je peux juste compléter, le rôle d'une association de patients peut aider justement à la compréhension et à prendre du recul par rapport à ça, parce que justement, on fait partie des pairs. Exactement, on fait partie des pairs parce qu'on est passé par là et on connaît à peu près tous les rouages dans lesquels les histoires de patients arrivent. Donc effectivement, parfois, c'est la complémentarité d'intervenants et de poids de parole qui vont faire qu'effectivement, on va écouter plus l'un à un moment donné et plus l'autre de l'autre. Et puis pour revenir sur les problématiques d'anorexie végétalien, là où on a aussi un problème, c'est sur la façon dont on a une production alimentaire. C'est comment les produits alimentaires sont produits, et puis avec toutes les problématiques de pollution où les gens se posent de plus en plus de questions, et puis sur la teneur nutritionnelle des produits. Enfin, je crois qu'on a perdu plus de 50% de valeur nutritionnelle sur une pomme et sur une tomate. Donc les gens, ça les impacte. D'où effectivement un travail qui n'est absolument pas vu, mais qui est quand même un travail de fond qui est fait par le CNA sur ces questions-là aussi. Et le PNNS, on va en remettre une couche. Voilà. Alors juste 2 remarques en 10 secondes de 2 personnes qui nous ont écrit, Perrine Bertrand et Brigitte Ballandras. La première, au-delà de ce qu'on a discuté, met en avant aussi les motifs écologiques pour les comportements alimentaires, en tout cas les prétextes, et elle souligne la nécessité effectivement de répondre avec souplesse à toutes ces positions-là, comme vous l'avez fait. Et enfin, il y a la question de la place des modes des jeunes, qui est soulevée, jeunes au sens de ne pas manger, qui est soulevée par Madame Ballandras, et qui souligne qu'ils sont valorisés actuellement par certains courants spirituels. Ça existe depuis la nuit des temps, les jeunes. Voilà. C'est dans toutes les religions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on conclut. On va passer à la table ronde. Oui. Très bien, très bien, très bien. Écoutez, je vous remercie vraiment chaleureusement nos 3 intervenants et puis d'être venus dans ces conditions masquées. Voilà. Merci à vous.